Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2025, il est 8h. Et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Vous l'avez vu, Amel arrive déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va. Avec de bonnes nouvelles aujourd'hui? Non. Pas trop, non. Non, pas trop. La grimace. Il va faire chaud, il va faire chaud. Comme hier? Ouais, pareillement. Pareillement. Ouais. Temps couvert. Et par contre, il y aura quelques pluies, mais vers l'intérieur. Nous en avons eu d'ailleurs Ce matin. Ce matin. Ouais, c'était une surprise. Oui, c'était une belle surprise, ça, par contre. Oh, ça a rafraîchi ça a rafraîchi. Ah, voilà. Oui. On a bien senti la brise. Ah, c'était magnifique, oui. Surtout le matin. Surtout le matin. Surtout quand on sort de bon matin, Oui. ouais, ça fait plaisir. Au moins ça. Au moins. En moins ça, effectivement. Alors aujourd'hui, en compagnie de notre ami Ahmed Kelikassine, comme chaque samedi, il va revenir sur donc, la thématique qui a fait l'objet d'un séminaire qui a été abrité par la Grande Mosquée d'Alger cette semaine. Il s'agit donc du calendrier égyrien. Donc comment on compte finalement pour le calendrier égyrien. Et ça t'est déjà fatigué au fait? Ça t'est déjà arrivé? Bon, tu aurais compris Fatigué, ma question. oui. Oui, bon. Déjà fatiguée, oui. En fait, c'était cheminement de la question. Voilà. J'ai juste un peu inversé les concepts. J'allais te dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver? Bon, alors là, c'est pas du tout du français. Hein. Elles s'offensent, hein? Bah, c'est pas du français. Là, finalement, je réinvente la langue française. Hein. Voilà. Donc, Oui, alors, m'est je arrivé reprends ma question. Est-ce que tu as déjà connu un seuil important de fatigue? Voilà. Oui. 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 Le burn-out, non. Burn-out, non. Mais la Alhamdoulilah. fatigue, oui. La La fatigue, oui. Voilà, alors le burn-out, c'est, paraît-il, le mal du siècle, non? Ah, oui. Paraît-il, le Moi, mal... j'entends souvent parler du burn-out. Oui, effectivement. C'est devenu, surtout ces dernières années. Mhm. Surtout. Ces dernières années, effectivement, vu justement le quotidien très chargé et dynamique que nous avons, effectivement. Et donc, le burn-out, c'est le mal du siècle, effectivement. Et justement, notre ami Yassine Yala s'intéresse au burn-out. Alors, qu'est-ce que le burn-out? Et qu'en est-il de sa prise en charge sur le plan professionnel? Surtout parce que généralement, le burn-out, c'est... il est étroitement lié à la vie professionnelle. Exactement, oui. Voilà. Bah, surtout le plus, oui, c'est la vie professionnelle. Le plus. Parfois stressante, oui. Voilà, effectivement. Alors justement, notre ami Yassine Yala reviendra sur ce sujet. C'est Bella Hadjamar sera exceptionnellement avec nous ce matin. Elle nous emmènera du côté de Sétif, l'Alma particulièrement, pour nous faire découvrir un autre site archéologique de la région. Et aussi Amina Ziri, comme chaque samedi, sera parmi nous et elle va s'intéresser donc au Festival des sports d'Alger. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Amel, un peu de fraîcheur. Ah ben on peut négocier. Bah, pas trop, non. Pas trop. Peut-être à partir de lundi, on verra. Ben voilà. Il y a quand même un petit champ de négociation. Oui, il y a un petit espoir lundi, on verra. Voilà. On va suivre. On va suivre. Tu nous donnes un peu plus de détails au moins pour aujourd'hui? Allons-y. Allez, parfait. Ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Donc voilà. On y va? Avec mon grand sourire comme ça, je m'attends toujours, hein, j'ai toujours de l'espoir d'avoir quelques petits degrés de moins. Non. Bon, allez, tu nous dis quand même à partir de lundi. Inch'Allah. Après, c'est le mois de mai, hein, donc c'est le mois de mai, donc avril, mai, généralement, Oui. c'est un temps où on vit beaucoup de fluctuations. C'est un temps instable, on va dire. Très instable. Voilà. Alors avant, on disait toujours, le mois d'avril n'enlève aucun fil, le mois de mai fait ce que tu veux. Ouais. Est-ce que c'est vrai finalement? Apparemment, oui, on fait ce qu'on veut, mais pas trop quand même. Pas trop quand même. Hein. Pas trop. Pas trop. Ouais. Voilà, il faut quand même continuer à faire attention. Exactement. Voilà. Un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur les côtes ouest, mais souvent voilé à l'occasion
localement nuageux près des côtes centre et est. Par contre, vers l'intérieur et les hauts plateaux ouest, centre et est, eh bien, on aura des cellules orageuses qui vont donner mais quelques pluies par endroit durant la journée. À noter quelques particules de sable en suspension, bien sûr avant l'arrivée de la pluie sur les hauts plateaux ouest et centre. La moitié sud, généralement, on aura un ciel souvent nuageux vers l'extrême sud, le Sahara central, le Egert Tassili, le Sahara oriental, le Nord Sahara, également les oasis, avec des orages vers l'extrême sud, le Nord Sahara et le sud des oasis. Partout ailleurs, eh bien, le ciel restera généralement dégagé. À noter des sements de sable vers l'extrême sud, du côté de Janet, le Nord Sahara, le Bécharoua et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles sont plutôt élevées par endroits et très élevées, avec un maximum pour cet après-midi du côté toujours de l'ouest, où Météo Algérie prévoit 36 degrés du côté 34 pardon, du côté de Galma, 33 Constantine, Sétif, 32 Relizane, également Batna, 30 degrés à Djelfa, 31 à Tizi Ouzou et à Annaba, 26 à 30 degrés du côté d'Alger, 27 degrés à Oran, 26 Tlemcen, au sud 33 degrés Béchar, Tindouf, 38 à Gardaya, 40 à Biskra, 37 à Ilizi, 42 degrés le maximum à Drarin Salah, Bodj en passant par les 39 degrés à Ingzam. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est. Des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre et jusqu'à 30 km/h sur les côtes est. Et les vents seront variables sur pratiquement toutes les côtes. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Amérique du Nord où le ciel restera nuageux à Montréal, des nuages chargés de pluie à New York, Washington avec des orages, dégagés à Dallas, quelques pluies par intermittence du côté de Mexico, partiellement voilé Miami en Californie, côté température 12 degrés à Vancouver, 14 à Montréal, 20 degrés en Californie, 22 à Dallas, 27 New York, Miami et 30 degrés cette fois-ci, le maximum à Washington. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, passez une très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Donc on restera sur des températures assez élevées. Assez élevées, estivales carrément. Oui, des températures estivales carrément. Voilà. Oui. Bon, patience. On patientera. N'est-ce pas? On verra. Patience. Alors l'image d'aujourd'hui que nous avons sur les écrans, tu reconnais? Eh ben non, depuis tout à l'heure que je regardais, c'est pas Boufarik, non? Non. Pas du tout? Non. Il faut aller un peu plus vers l'ouest. Hein. Ah, l'ouest? Ah non, l'ouest, je connais pas. Voilà. Je connais pas. Alors c'est une ville très coquette qui a gardé justement un cachet de ce genre et qui ressemble d'ailleurs à la ville de Boufarik. N'est-ce pas? On reconnaît quelques touches architecturales comme ça. Alors c'est Sidi Bel Abbès. Ok. Voilà. Quelle année ça? C'est récent? Alors c'est Clément qui a choisi, il nous dira. Mais je pense que c'est récent. Hein. C'est récent. C'est récent parce qu'on reconnaît quand même la ville. D'accord. Moi, je connais pas Sidi Bel Abbès, donc. Ah d'accord, tu n'as jamais. C'est une découverte. Non, c'est une découverte pour moi. C'est une très jolie ville, très coquette, avec des ruelles comme tu vois très larges. Ouais. Magnifique, ouais, avec des palmiers. Voilà. Pas mal. Merci Clément pour le choix de cette matinée. Voilà, mais donc merci beaucoup. C'est moi. On se retrouve tout à l'heure après la télévision du midi, après celui de 19h, espérant que tu vas nous donner de bonnes nouvelles. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. On continue, ce sera pause musicale en compagnie de Myriam Ben Allal. On se retrouve juste après. سيدي بو بدين جيتك قصر أجيني في المنام نقرا سيدي بو بدين جيتك قصر أجيني في المنام نقرا
يسعدوا بعد النحاس يعدلوا نقرا نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا سمر رضايا مسقي من جنته الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نظرة سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نظرة على الغربة مرة نبكي على ولادي مرة نبكي على الهجرة مرة نبكي على المدارة مطالب طالق المحاضرة ومرة نبكي على الجوامع أطالب الإمام يقرأ Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser au calendrier égyrien, donc déjà son histoire et comment on compte surtout les jours, les semaines, les mois, et c'est une question donc à laquelle répondra notre ami Ahmed Gregasseni, ce sera juste après cela. Et voilà, donc Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum. Sabah al-anwar. Ibarak fik, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça se passe bien? Très bien, De alhamdoulilah. bons échos sur le séminaire, donc Oui, nous avons eu le plaisir d'avoir... On ne savait pas, quand on est sollicité en tant que chercheur, on part avec mais la qualité du public, la qualité de l'organisation, et puis bien sûr c'est le centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger, donc c'est une autre dimension. Effectivement. Il y a le recteur de la Grande Mosquée qui a assisté du début à la fin, il y a eu beaucoup de questions, donc, et on se dit qu'on va peut-être aborder quelque chose de très technique, peut-être historique, peut-être patrimonial, et on est au mois du patrimoine, mais non, c'est une question d'actualité, parce que c'est quelque chose qui touche à la vie surtout des musulmans, des Algériens, les mois sacrés, Ramadan, puis Dhul Hijjah, etc. C'est quelque chose. Et on a vu aussi que c'est un besoin de la société. Les gens veulent comprendre le calendrier, son origine, ses développements, etc., etc. Donc voilà, on a essayé d'éclairer un tant soit peu les questions du calendrier. Au premier lieu, il fallait un peu distinguer entre ce qu'est une ère historique, et le calendrier, parce que le calendrier c'est le compute, c'est le comptage du temps en utilisant des unités qui reviennent, des unités périodiques bien sûr. Donc, et du coup on utilise ce qu'on appelle les unités de temps naturelles qui sont le jour, le mois et l'année. Donc voilà. Donc, et justement aujourd'hui nous allons revenir enfin, un petit résumé on va dire de ce qui a été discuté lors de si on peut, effectivement, mais au moins on touchera les points les plus importants. Alors ce qu'on sait, en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'année égérienne a un rapport direct avec les mouvements de la Lune. Exactement. Donc, ça c'est l'année lunaire. Donc, au début, dans la péninsule arabique, ils avaient plusieurs calendriers. Et c'est des choses qui sont constatées, surtout dans les trouvailles archéologiques. On a le calendrier himyarite, calendrier nabatéen, le calendrier, je ne sais pas si on appelle ça sabaéen, sabbatique, je crois. Il y a un autre calendrier safaïtique, je crois, c'est quelque chose comme ça. Il y a plusieurs calendriers. Et puis, il y a le calendrier
qu'on trouve dans les sources littéraires. Donc, les sources disent qu'à l'époque pré-islamique, les habitants de la péninsule arabique, les Arabes, ils avaient un calendrier avec d'autres nominations des mois. Donc, ils avaient Mu'tamir, Najir, Natiq, etc., etc. Mais à 200 ans avant l'islam, il y a eu un changement. Il y a eu le changement des noms des mois. Donc, on est passé au nom actuel, donc Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, etc. Et c'est ces noms qu'on trouve à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le Coran, on trouve le nom d'un mois, qui est le mois de Ramadan, et un jour qui est le Jumu'ah. Donc ça, c'est pour donner un peu un résumé de ce qu'il y avait à l'époque du prophète. Et puis dans la Sunna, on trouve l'usage des noms qu'on connaît maintenant des mois hégériens. Seulement à la fin, juste avant le décès du prophète alayhi salatu wassalam, donc Hijjat al-Wada, donc donc, Hijjat al-Wada, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une révélation de l'ayat al-Nasi'. Innama an-Nasi'u ziyadatun fil kufr. Donc, Nasi', c'est un mois qui existait, qui était utilisé pour décaler l'Ashhur al-Hurum, les mois sacrés. Par la suite, il y a eu une interprétation comme quoi Nasi, c'est un mois intercalaire qui a été utilisé pour recaler l'année lunaire sur l'année solaire. Mais ça pose problème parce que nous n'avons aucune preuve, aucun signe, que ce soit dans la littérature ou dans les trouvailles archéologiques, comme quoi les Arabes utilisaient l'année solaire. Par contre, on trouve dans les sources que les Arabes utilisaient l'année stellaire parce qu'ils utilisaient les mentions lunaires. Et c'est ce qui est dans toutes les sources. On trouve Ida tala asharatan, Ida tala al-ghafar, Ida tala at-sarfa. Donc on sait qu'ils utilisaient les mentions lunaires pour la datation et les mentions lunaires sont bien sûr calées sur l'année solaire. Donc, est-ce que réellement ils utilisaient le mot intercalaire, donc Nasi comme mot intercalaire, pour que l'année soit... Parce qu'il y a maintenant il y a une mode, il y a des recherches qui se font, comme quoi à l'origine, l'année, donc chez les Arabes pré-islamiques, était une année lunisolaire, et puis l'islam, par bêtise, a enlevé le mot intercalaire pour que l'année lunaire devienne comme ça errante dans l'année. Est-ce que c'est vrai? On n'a pas de preuves. Donc, je dirais que c'est faux. Parce que, en fait, ce qui s'est passé pour comprendre, il faut juste comparer avec les mois latins et les jours latins. Ce qu'on voit maintenant, lundi, mardi, mercredi, c'est des jours qui sont nommés après des planètes. Bien sûr, la Lune, le Soleil, etc., etc. Donc la Lune, le Mercure, Vénus, etc. Et pourquoi? Parce que ces planètes étaient divinisées. Les mois aussi ont des noms qui sont reliés aux planètes qui étaient divinisées. Maintenant, la conception de l'islam, le dogme de l'islam, fait que toute association, tout shirk a été aboli. Donc même cette tendance à interpréter les mois et les relier aux planètes ou là aux signes du zodiaque ou là aux étoiles, tout ça a été aboli. Donc du coup, on trouve dans le Coran يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Donc les croissants lunaires, c'est juste pour le calcul du temps. Donc c'est le compute, ni plus ni moins. Donc du coup, elles sont errantes pour qu'on les associe jamais avec quoi que ce soit dans la nature, ni avec les saisons, ni avec les planètes, ni avec rien du tout. Donc c'est quelque chose qui fait le compute au salam. Et les jours, même nos jours, c'est un comptage, l'ahad, l'ithnain, c'est un comptage, donc ils ne sont pas associés ni aux planètes, ni aux divinités, ni rien du tout. Donc vraiment, ça a fait ce qu'on appelle les ruptures épistémologiques de l'islam. Donc il y a eu l'hijra, c'est une rupture géographique et démographique, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est parti de sa démographie natale, génétique, qui était Quraysh, donc il les a quittés pour aller répandre l'islam à Médine. Donc il a quitté aussi la Mecque à Médine, donc c'est une rupture géographique. Et il fallait aussi une rupture temporelle, donc il fallait changer d'unité. Donc on est passé à l'hijra, donc on a recommencé. Au début, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les années étaient comptées, elles étaient nommées.
Donc, on a Sanat al-Hijra, Sanat al-Hukm, Sanat al-Zilzala, donc les 10 premières années étaient nommées. Puis un certain Nommé moment- selon un événement particulier. Exactement. Donc un événement, quelque chose de spécial qui est arrivé pendant cette année. Donc, et puis, donc, à l'époque de Sidna Abu Bakr, qui n'a pas duré longtemps, donc on ne sait pas comment il faisait, mais on sait qu'à l'époque de Sidna Omar ibn al-Khattab, il a reçu une lettre d'Ibn Mas'ud, lui faisant, soi-disant, un reproche, enfin une remarque disant, on reçoit de vous des lettres, des correspondances, il n'y a que le mois. Donc on ne sait pas si c'est pour le mois de l'an passé ou le mois de l'année qui vient. Donc on ne sait pas. Donc essayez de choisir une référence. Donc, il a fait un conciliabule, donc il s'est réuni avec les plus kibar sahaba, les grands sahaba, compagnons du prophète, et chacun a fait une suggestion, mais à la fin, il y a unanimité sur le choix de l'égir, parce que c'est une rupture. Donc, Rasul sallam, quand il est parti, donc il se cachait, il était persécuté à la Mecque. Là, il est devenu un chef d'État à Médine. Donc, il y a eu beaucoup de changements, donc la vie a changé, la vie de l'islam est changée. Et puis l'islam, c'est bon, il s'est épanoui, donc on est rentré dans l'ère de l'expansion. Donc, on a pris le hijra comme référence historique. Là, c'est l'ère hégirienne qui a été créée, c'est une chronologie, Oui. à la différence du calendrier qui, lui, donc il calcule. Maintenant, ça, c'est la photo des intervenants avec le recteur. Et à côté de lui, à sa droite, il y a le recteur, bien sûr, Cheikh Mamoun Al-Qassimi. À côté, c'est M. Yassim Ben Abid, qui est directeur général du centre culturel de la Grande Mosquée. Et les 5 conférenciers, vous avez reconnu sûrement M. Mohamed Atbi, Oui. donc qui de temps en temps passe ici. Effectivement. Donc c'est un ami. Donc on salue tout, et on remercie surtout la mosquée, la Grande Mosquée et le centre culturel c'est une organisation impeccable, machallah. Et d'être revenu surtout sur le thème, parce qu'on se pose beaucoup de questions, on n'arrive toujours pas à nous situer et comprendre finalement le... Maintenant, la question, donc, est-ce que, donc, à l'époque, donc, pendant les 14 siècles, les musulmans qui ont utilisé leur calendrier, ils l'ont utilisé comme on le fait maintenant, dans toute cette cacophonie donc, de façon aléatoire, etc. Non. Donc, ils faisaient le distinguo. Il y a les mois. Donc, en premier, on peut peut-être voir donc, les images. Donc, par exemple, là, c'est Thalathouna Faslan. C'est le titre Thalathouna Faslan. C'est le 6 fasl de Tosi qui parle du taqwim. Donc, il parle du calendrier, il l'explique. Ça, c'est une des grandes références. C'est un grand astronome Tosi, Nasir Din Tosi. Et puis, il y a aussi l'Athar al-Baqiya de Al-Bayrouni. Donc c'est un livre consacré aux différents calendriers. Donc il cite tous les calendriers, il les explique. Le calendrier pré-islamique, le calendrier musulman et les différentes variantes du calendrier musulman, parce qu'il y a eu plusieurs propositions, il y a eu des développements. Le calendrier perse, le calendrier babylonien, tous les calendriers qui étaient d'usage, donc il les explique. C'est un livre de référence. Et puis c'est des méthodes de mathématiques qui sont assez... Donc on fait... donc dans le compute, on utilise en général la moyenne des mois. Donc, et du coup, les musulmans... C'est-à-dire ok. Là, tu commences à me perdre. Hein? Ok. Donc, je vais essayer d'être... Et tu me dis si je ne suis pas assez clair. D'accord. Le mois, on sait que le mois lunaire n'est pas fixe. Oui. Donc, il y a un maximum, il y a un minimum, et puis il y a la moyenne. Le minimum, c'est 29,2, le maximum, c'est 29,8. 2 jours, exactement. C'est le mois lunaire, ce qu'on appelle la lunaison. Donc, si donc on ne s'intéresse pas à la visibilité du croissant, on cherche juste au moment d'une conjonction à une autre. Donc de la naissance d'une lune, donc quand elle a 0 âge, jusqu'à la deuxième naissance. Donc la durée n'est pas exacte, elle n'est pas fixe, elle est variable. Et elle varie entre 29,2 à 29,8. Donc quand on prend ces maximums, si on prend sur 30 ans et on calcule, on va trouver un certain nombre de jours. Si on utilise la moyenne, on trouve un nombre de jours. Du coup, on a une certaine périodicité du mois lunaire sur les 30 ans.
Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'utiliser l'année bissextile lunaire. Donc, il y a 19 années simples et 11 années bissextiles qu'ils injectent dans les mètres. Et chaque 30 ans, on a une année moyenne qui est respectable. Et l'année moyenne correspond à la somme naturelle des lunaisons. Donc, ça a permis aux musulmans d'avoir un calendrier stable sur 30 ans, parce qu'ils savent quand est-ce qu'ils mettent une année bissextile, donc la deuxième ou la troisième année, puis la sixième année. Ça, c'est un papyrus. C'est le papyrus d'une lettre qui a été envoyée par Omar ibn al-Khattab. D'accord. Donc, ce n'est pas la fameuse lettre qu'on lui a envoyée pour demander la date. Par contre, c'est une lettre. Donc, et ça, c'est très important d'avoir ces témoignages physiques pour dire que le calendrier, les personnalités ont existé. Donc, Rasul alayhi salatu wassalam, il a existé, bien que certains ont détruit sa maison, la maison de sa femme, etc. Mais il a existé. C'est une personnalité historique, c'est pas une personnalité imaginaire, c'est pas une légende. Là, c'est des papyrus d'une correspondance du 1er siècle de l'Hégire. Et là, ce qu'on trouve, bizarrement, on trouve que la date, c'est la date islamique, c'est la date hégérienne, mais elle a un autre nom. On appelle Sanat Qada al-Mu'minin. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi d'ici, j'arrive pas à voir. Peut-être que ceux qui ont un grand écran, ils peuvent lire, ils peuvent... Mais on ne reconnaît pas, hein, on reconnaît pas forcément l'écriture. Si, c'est l'écriture, c'est la première écriture, c'est le Khat al-Koufi. Et il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de point. Donc, mais on peut dire. Donc, par contre, peut-être l'image qui suit, on pourra voir une inscription. Donc, c'est un truc archéologique. Peut-être qui vous Oui, d'accord, je te dirai. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui a été utilisé. Il ne faut pas attendre les références littéraires ou historiques. Ça, exactement. Kataba Salama, 23. Ouais. 23, c'est l'année du décès de Omar ibn al-Khattab. D'accord. Du début. Donc là, c'est Salama qui a écrit. On voit qu'il n'y a pas de ponctuation. C'est une pierre. Exactement. C'est une pierre. C'est une pierre. C'est une inscription sur une pierre qu'on a trouvée donc, dans la péninsule arabique. Et on voit que justement, au moment juste après le décès de Omar ibn al-Khattab, donc on est à 23, lui il est décédé en 22, fin 22. Donc on a une datation qui se réfère à l'année. Donc c'est le comptage de l'Hégire. D'accord. C'est des preuves physiques. Donc l'année elle a existé. C'est pas quelque chose qui a été inventé par la suite, donc 2 ou 3 siècles, et qui a été un peu réinterprété. Non, c'est quelque chose qui a été d'usage et c'est quelque chose de réel. Donc pour revenir à l'année moyenne, du coup ce que faisaient les musulmans dans la datation, on appelle ça dans les administrations centrales, donc ils utilisaient l'année moyenne pour leur datation, et ils corrigeaient pour les mois sacrés comme Ramadan, où il faut la visibilité du croissant, donc ils corrigent tout simplement. Donc, mais ils savaient que la moyenne, le mois moyen, l'année moyenne, donc ils pouvaient faire des calendriers qui leur permettaient d'organiser la vie, etc., etc. Donc c'est faux de dire que c'est les musulmans d'aujourd'hui qui sont complètement déglingués, qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent pas leur civilisation, qui sont complètement, ils n'arrivent pas à se retrouver. Sinon, les anciens, ils étaient donc... Et puis, cette faculté de vivre avec un double calendrier ne les a jamais gênés. N'a jamais impacté, effectivement. Exactement. Ici, donc, on utilise, et jusqu'à présent, donc, chez les paysans, ils ont le calendrier hijri, ils ont le calendrier julien qu'on utilise, qu'on appelle le calendrier agraire, qu'on appelle maintenant l'année amazigh. Maintenant, si on va dans les hauts plateaux ou là au sud, ils utilisent les mentions lunaires. Il date avec les mentions. Donc, c'est le calendrier stellaire. Oui. Donc, on a le taqwim al-najmi. Et ça ne les a jamais dérangés, ça ne les a jamais plus que ça. Donc, finalement, on utilise un calendrier particulier pour un besoin particulier. Exactement. Ça répond à un besoin particulier. Et puis, on peut faire des prévisions. D'autant plus que tous les événements astronomiques, tels les éclipses, se font sur le calendrier lunaire. Oui, effectivement. Exactement. Donc,
Donc c'est tellement naturel et on est tellement éloigné de la nature qu'on devient complètement. On devrait penser finalement à renouer, les relations avec donc la c'est nature. très important. Même dans les documents, on devrait penser, c'est ce que disait le recteur de la mosquée, réintroduire le calendrier hégirien dans les documents officiels, dans les dates de naissance. Parce que qui n'a pas eu la curiosité d'aller voir sa date de naissance hégirienne? C'est vrai. Donc, qui ne s'est pas posé la question, quand est-ce que je suis né dans les... C'est vrai. Et donc, il vaut mieux l'avoir, tout simplement, et régler le problème. Donc, il faut vivre. Réactualiser, finalement. Exactement. Réactualiser. Et c'est quelque chose de très important. Donc, il ne faut pas se... parce qu'on risque de le payer par la suite. Il faut rester dans faire comme toutes les grandes nations qui continuent dans leur tradition, tout en étant moderne, tout en vivant la modernité, sans oublier ses origines, ses gènes et d'où est-ce qu'on vient. Et on l'a vu d'ailleurs durant toute la rubrique d'aujourd'hui, l'un n'empêche pas l'autre, l'un des calendriers n'empêche pas l'autre. De toute façon, chaque calendrier répond à un besoin particulier. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed, de nous avoir éclairé un peu plus sur le calendrier hégirien, même si ça reste un peu compliqué. Il faut être un petit peu matheux aussi. Non, pour le concevoir. Maintenant, pour l'utiliser, il faut juste se référer au calendrier. Voilà. Les anciens, tu sais comment ils appelaient les mois hégiriens, les mois lunaires. Donc, ils n'utilisent pas Muharram, etc. Muharram, c'était Ashura. OK. بعد شايع عاشوراء. D'accord. بعد المولود شايع المولود. جماد. Oui. شايع جماد. ومن بعد رجب. Voilà, ça se complique un peu plus. Hein. Oui, mais ils utilisaient, ils savaient les nommer, donc ils n'ont pas de problème. Ils se repéraient, ils connaissaient, mais c'est... Bon, donc, on leur impute notre ignorance. Oui. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Je vais nous avoir éclairé un peu plus. On se voit samedi prochain. Inch'Allah, pour une autre découverte. Merci beaucoup. Donc, on continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté du parc zoologique pour revenir un peu sur un bel événement qui commence finalement à s'installer comme une véritable tradition ici à Alger. Il s'agit donc du Festival des sports et c'est Sarah Darbel qui s'y intéresse dans son reportage. Bienvenue au cœur du Festival des sports d'Alger pour cette deuxième journée qui se poursuit aujourd'hui au parc zoologique de Ben Aknoun. L'ambiance est à la fois sportive et conviviale avec un programme riche en activités pour petits et grands. Mais l'événement phare de cette deuxième journée, c'est bien le Trail des Mouflons d'Or qui a réuni plus de 800 participants qui se trouvent sur la ligne de départ juste derrière moi. Une course qui s'annonce exceptionnelle dans l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale. On félicite l'ASEM pour cette organisation et on souhaite la bonne participation pour tout le monde. Cette deuxième journée qui commence bien déjà par le traditionnel Trail des Mouflons, qui en est à sa deuxième édition, qui connaît un succès très très probant, puisqu'il y a eu plus de 850 inscrits pour faire la course, qui se déroule dans un endroit idyllique qui est le parc zoologique de Ben Aknoun, avec une organisation parfaite. Nous invitons les citoyens à se rendre au niveau des 14 sites qu'ils peuvent consulter au niveau du site web du festival www.algersportsfestival.com. Dès les premiers mètres, le Trail des Mouflons d'Or a tenu toutes ses promesses. Un parcours difficile, avec des montées, des virages et des passages parfois glissants, mais toujours agréables à parcourir. Un parcours original au cœur d'un lieu bien connu des Algérois. Les plus rapides ont vite pris les devants, mais l'ambiance est restée détendue et chaleureuse tout au long de la course. Tout au long du parcours, l'énergie des athlètes comme la beauté du site ont fait vibrer cette deuxième journée du festival. Pour ma part, c'était pas prévu. D'ailleurs, vous pouvez le voir au niveau du dossard, il n'y a pas mon nom. On l'a marqué à la dernière minute, mais c'était que du plaisir. Donc, alhamdoulilah. هذيك منافسة حرة شابة بزاف. C'était plaisir pour moi de courir dans la nature de Alger. Merci beaucoup. الامبيونس زين على جال الامبيونس حنا هذا ما كان وانا بريباري باش نروحوا الازرو هذا درنا بريباراسيون برك. Et nous sommes très heureux d'accueillir surtout un nombre aussi important et surtout
dans une ambiance festive qui est organisée à l'occasion du Festival d'Alger des Sports. En général, c'est vraiment une occasion magnifique de faire d'Alger la capitale, une capitale sportive. C'est une capitale touristique et culturelle évidente, mais en faire une capitale sportive avec tous les sites qu'il y a, la mer, la montagne, la sablette, Kitani Babloued ou la Oued el-Harrach ou même les plages de Qadous et des Caplages, c'est vraiment super. Mais le sport ne s'arrêtait pas au trail. Le parc de Ben Aknoun s'est transformé en vaste terrain de jeu pour les plus jeunes, avec de nombreux ateliers ludiques, éducatifs et sportifs. دائما تخص العائلات يعني العائلات معناتها l'enfant, le jeune, le papa, la maman, c'est-à-dire c'est toujours les deux يشاركوا في هاد الألعاب هذوما. Le Festival des sports d'Alger se poursuit jusqu'à samedi. L'événement est ouvert au public et l'accès au parc permet à toutes et à tous de découvrir les bienfaits du sport dans un cadre unique et dans une ambiance familiale. Et c'est le moment de profiter effectivement pour aller regarder, participer donc à ce festival des sports. Cette fois-ci, c'est une station que Sarah Darbal a choisie pour nous au niveau du parc zoologique. Passons au monde professionnel et à la vie professionnelle. Qui d'entre nous n'a pas vécu un moment de summum, on va dire, de fatigue ou de burn-out? Alors le burn-out, c'est quoi? Comment le reconnaître et surtout comment le prendre en charge? Eh bien, ce sont des questions auxquelles notre ami Yassine Allah répondra. Yassine, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Burn-out? Non. Non. Enfin, bon, un petit peu. Maintenant, non, mais à un moment, oui. À un moment donné. Oui. En fait, c'est une idée reçue aussi. Oui. On dit que non, moi, je ne peux pas avoir le burn-out. Non, mais le burn-out, on est tous obligés d'y passer. Voilà. Il y a des degrés. Il y a des degrés extrêmement sérieux et il y a des degrés moins sérieux, mais le burn-out est un passage obligatoire. Dans les 36 000 cas de figure, il faut le prendre en charge. Il faut le prendre en charge, absolument. Alors justement, le burn-out, alors on l'utilise parfois à tort et à travers, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est qu'exactement? Alors le burn-out, c'est un sentiment justement, c'est cette grosse fatigue physique, émotionnelle, mentale, ou tout simplement l'épuisement professionnel. Al-ihtiraq al-mihani en arabe, ça vient de l'anglais, le burn-out, ça veut dire burn-out. Ça veut dire brûler de l'intérieur. Oui. Et comme je viens de le dire, c'est cette fatigue physique, mentale, émotionnelle qui est causée par un stress chronique au travail. Et ce n'est pas uniquement à cause d'une journée difficile qu'on vient de passer, ou d'une semaine difficile qu'on vient de passer, ou d'un mois peut-être difficile qu'on vient de passer. Je dirais même que c'est une espèce d'usure profonde. D'un cumul, ouais. Oui. C'est le résultat d'un cumul de plusieurs facteurs, mais c'est un sentiment d'usure profonde, j'ai envie de dire même de craquage intérieur causé justement par des semaines, voire des mois, voire peut-être des années de tension, de conflits, de pression constante. C'est ça le burn-out. Alors justement, voilà. tu as parlé, tu nous as dit que le burn-out, c'est justement cette succession d'événements liés à plusieurs facteurs. À plusieurs facteurs. Alors le facteur qu'on connaît, c'est le travail, mais ça reste très vaste finalement. Oui. Mais quels sont réellement les facteurs déclenchants du burn-out? Alors le burn-out, aujourd'hui, on parle exclusivement du burn-out professionnel, hein, voilà, pas du stress causé. Voilà. Donc aujourd'hui, alors les facteurs du burn-out, c'est un cumul justement de plusieurs causes. Qu'est-ce qui cause le burn-out? Alors premièrement, c'est une charge de travail, une charge de travail excessive. Trop d'urgence, trop de dossiers, trop de responsabilités. On a, comme on dit, la tête dans le guidon tout le temps. On n'a pas assez de temps. On n'a pas suffisamment d'aide justement pour atteindre... Pas assez de recul. Pas assez de recul. On n'a pas le temps de se poser. Donc c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24, tout le temps. Chaque fois qu'on va au bureau, dès qu'on s'assoit, ça commence les urgences jusqu'au moment où on doit sortir. Aussi, ce qui peut, l'un des facteurs aussi du burn-out, c'est lorsqu'il y a un manque de reconnaissance. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup, mais on est invisible, voire peut-être pire, méprisé. Ça peut arriver aussi. Aussi, l'un des facteurs du burn-out, c'est lorsque nos valeurs, j'ai envie de dire personnelles, sont en contradiction avec les valeurs de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire, on a parfois le sentiment de faire des choses qui vont à l'encontre de nos convictions. Voilà, on n'est pas très convaincu par ce que nous sommes en train de faire. Voilà, on n'est pas convaincu par ce qu'on est en train de faire ou par la tâche qu'on nous a donné à faire. Aussi, lorsque l'un des facteurs du burn-out, tu as aussi un management, voilà, on utilise beaucoup ce terme à tort et à travers, un
management toxique, un Oui. management oppressant, lorsqu'il y a ce qu'on appelle un harcèlement moral ou physique au travail, ça peut aussi mener au burn-out. Des objectifs irréalistes, lorsqu'on vous assigne des objectifs irréalistes que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez pas les moyens humains et les moyens logistiques pour faire tout ça. Et aussi, l'une des causes des burn-out, c'est le micromanagement. C'est lorsqu'on a on a très peu d'autonomie, il y a un manque de contrôle, on a peut-être que son responsable ou ses responsables interviennent dans tous les détails. On est responsable aussi, mais on a de responsable que le titre, pas forcément les missions. C'est lorsqu'il y a un contrôle. Pas forcément dans la prise de décision. Dans la prise de décision. On n'a pas sa marge de manœuvre, on n'a pas de marge de manœuvre, on n'a pas son mot à dire sur la prise de décision ou même sur les tâches quotidiennes. Le micromanagement aussi, c'est l'un des facteurs du burn-out. En fait, le burn-out, ce n'est pas le résultat d'un seul de ces facteurs-là, c'est le résultat de tous ces facteurs-là. Voilà. C'est le Et cumul. sur une période de plusieurs mois ou de quelques années. De quelques années, effectivement. C'est un cumul silencieux. Oui, c'est un cumul silencieux. Très dangereux. C'est un cumul silencieux, on n'en parle pas jusqu'au jour où il y a, comme ce que je viens de dire, un craquage intérieur. Et ça peut être très très dangereux. Ça peut être très dangereux, tout à fait. C'est ça qu'aujourd'hui, Yacine, on parle beaucoup de manager avec de l'intelligence émotionnelle. Oui, on parle d'intelligence émotionnelle. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, justement, comme moyen, l'un des moyens, finalement, d'apaiser un petit peu on va dire, l'environnement professionnel. Mais sinon, Yacine, à quel moment il faut s'inquiéter et se dire, tiens, je suis en pleine période de burn-out, je suis en train de vivre un burn-out. Donc, quels sont les symptômes, quels sont les signaux d'alerte qui vont dire que, attention, il faut tirer la sonnette d'alarme. Alors, les signaux d'alerte, très bonne question. Les signaux d'alerte se manifestent sur 3 plans. Alors, sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan comportemental. Je m'explique. Sur le plan physique, alors on se sent fatigué, même après un week-end, après une semaine de congé, après du repos, on est toujours fatigué. Et on ne sait pas pourquoi on est fatigué. On ne sait pas pourquoi on est fatigué. Il peut y avoir aussi des troubles de sommeil ou des troubles gastro-intestinaux. C'est aussi un symptôme du burn-out. Il y a aussi des chercheurs, des scientifiques qui se sont intéressés à la question. Étant donné que ton système immunitaire, quand on est en burn-out, le système immunitaire est en baisse. Donc il y a des pharyngites à répétition, il y a des problèmes gastro-intestinaux à répétition, il y a même des otites. Il y a même des otites, c'est-à-dire qui ont été relevés par ces scientifiques-là. Aussi, troubles de sommeil, je l'avais dit, maux de tête, des troubles musculaires, etc. Tout ce qui est musculo-squelettique. Sur le plan émotionnel, ça commence à être un peu plus... on peut le voir aussi, le burn-out se voit aussi sur un plan émotionnel. Il y a une irritabilité, on s'énerve pour un oui, pour un non. ou pour un non. Il y a même des gens c'est-à-dire qui pleurent, il y a des crises de larmes. Pour tout et n'importe quoi aussi. Il y a aussi un sentiment de vide, un sentiment d'échec. Voilà, un sentiment de vide, d'échec, de perte de sens aussi. Hein, sur le plan émotionnel. Tu as aussi un détachement émotionnel. Tu es indifférent par rapport à tout. Voilà, il n'y a rien qui... C'est vraiment des expressions, j'ai envie de dire, extrêmes. Voilà, c'est des expressions extrêmes. Et puis le burn-out, ça dépend des degrés. Hein. Ça dépend aussi des degrés. Sur le plan aussi comportemental, là on le voit dans le travail. Il y a une baisse de productivité, il y a une procrastination. Je remets à demain ce que je peux faire aujourd'hui, à demain, après-demain, à la semaine prochaine. Il y a des erreurs fréquentes aussi, même sur des tâches banales qu'on a l'habitude de faire tous les jours, tout le temps, peut-être même les yeux fermés. On peut se tromper même sur ce point-là, même sur ces points-là, sur des tâches parfaitement banales. Aussi, il y a un isolement social. En fait, il y a un détachement, on n'a plus envie, on n'a aucune émotion positive par rapport au travail. C'est comme un moteur qui cale. Donc, c'est ça justement les symptômes du burn-out. Voilà, donc il faut vraiment s'inquiéter à un moment donné. Oui, bien sûr qu'il faut s'inquiéter. Parce que nous avons tendance finalement à se dire non, j'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil et finalement on ne fait qu'aggraver la situation. Oui, en fait, ça dépend encore des degrés, je le dis, je le redis. Alors si une nuit de sommeil ou une semaine de congé peut remettre les pendules à l'heure, ben, tant mieux, alhamdoulilah. Mais dans certains cas de burn-out, dans les cas très sérieux, il y a beaucoup plus de choses qui doivent être faites et on y reviendra. Effectivement. Alors justement, qu'en est-il de la reconnaissance du burn-out comme un état psychologique ou un état physique, comme une maladie finalement, comme une maladie professionnelle? D'abord, est-ce qu'il est reconnu comme maladie professionnelle? Alors, on commence par l'étranger déjà et on reviendra en Algérie parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'Algérie. Alors le burn-out, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît le burn-out comme un phénomène lié à un
phénomène lié au travail, et ce depuis 2019. Hein. C'est relativement récent. Certains pays, comme la Belgique, le Canada, les États-Unis, les pays scandinaves, la France, etc., reconnaissent le burn-out comme maladie professionnelle, légalement parlant, et indemnisé comme maladie professionnelle. C'est-à-dire, c'est carrément inscrit dans la liste des maladies professionnelles. Voilà, ça c'est à l'étranger. Chez nous, en Algérie, le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle, c'est-à-dire la législation algérienne ne reconnaît pas le burn-out comme un risque psychosocial. En revanche, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. Je donne des exemples. Les médecins, notamment les médecins de travail, sont de plus en plus sensibilisés sur la question du stress au travail. C'est la terminologie qui est différente. Oui. On n'appelle pas ça burn-out, on parle du stress au travail. Stress, voilà. Il y a de grands établissements publics, comme les ministères, des hôpitaux, etc. Et j'en parle en connaissance de cause, qui organisent des campagnes de sensibilisation au sujet du stress au travail, sur le sujet du stress au travail. Aussi, parmi les efforts qui sont faits en Algérie, des médecins aussi, les médecins généralistes. Donc, quand quelqu'un va consulter un médecin généraliste pour un cas peut-être de burn-out, donc les médecins orientent les patients vers des arrêts de travail, bien que l'intitulé administratif sur le certificat médical ne mentionne pas burn-out. Oui. On mentionne beaucoup plus. Moi, je vois les arrêts de travail qu'on reçoit, c'est troubles d'adaptation, c'est syndrome anxio-dépressif. Bon, après, les médecins sont tenus par le secret professionnel. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans les détails. Donc, c'est juste pour dire que X doit être à l'arrêt pour un certain nombre de jours à cause d'un état de santé, voilà, ou troubles anxio-dépressifs, etc. Donc, c'est ça, c'est ce qui est fait. En tout cas, le chantier est là. Mais il y a encore des efforts à faire, mais un chantier a déjà commencé dans ce sens. Aussi, ce que j'ai envie de dire, et ça j'en parle aussi en connaissance de cause, il y a de grandes entreprises publiques, privées et multinationales aussi en Algérie, qui intègrent des politiques de well-being at work, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le bien-être au travail, dans des politiques, dans des chartes de bien-être au travail. Et puis quand on ne se sent pas bien, il y a même des cellules anti-harcèlement, des cellules de bien-être au travail qui sont créées, notamment dans des entreprises publiques. Hein. Aussi, on ne parle pas de multinationales, notamment dans des entreprises publiques. Voilà, quand on ne se sent pas bien, quand on veut parler à quelqu'un, il y a même une cellule justement où il y a des psychologues cliniciens ou autres, des gens à qui on peut parler et qui peuvent peut-être nous orienter, soit vers un avis médical ou autre. Alors, tu disais justement par rapport aux certificats médicaux que les médecins délivrent pour les personnes qui vivent ce genre de situation. Donc là, c'est troubles d'adaptation, c'est syndrome anxio-dépressif, voilà, c'est ce qu'on voit. Etc. Donc c'est ce qu'on voit. Est-ce que cela est associé finalement à un caractère particulier ou à une faiblesse de caractère particulier? Parce que c'est ce qu'on entend dire, hein, mais finalement on le vit tous, le stress maximum ou le burn-out. Qu'en est-il finalement de, j'ai envie de dire, stéréotypes, préjugés, je ne sais pas, tu me alors diras. déjà je te remercie pour cette question, elle est plus que pertinente. Beaucoup de gens pensent et disent que ce ne sont que les gens faibles qui peut-être peuvent être touchés par le burn-out. Ils ou elles ne supportent pas la pression, c'est pour ça qu'ils souffrent de... Non, bien au contraire, c'est une idée reçue qui est profondément fausse. Pourquoi? Parce que, bien au contraire, si tu analyses bien la situation, ce sont les personnes les plus investies, les plus consciencieuses, les plus perfectionnistes, les plus investies, désolé pour la répétition, qui pourraient souffrir du burn-out. Parce qu'elle demande... Répétition justifiée. Voilà, répétition justifiée. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est quoi? Tu travailles tellement, tu donnes tellement de toi-même, au détriment peut-être de ta santé, de ta famille, de ton temps libre, de tes loisirs, etc. Ton corps, ton système nerveux, ton cerveau t'envoie un signal. Attention, tu me demandes trop depuis déjà trop longtemps. Arrête-toi. Voilà. Et la force, justement, on ne parle pas de faiblesse. La force, c'est de constater et de voir que quelque chose va mal et de se relever, de se prendre en charge, justement. Voilà, c'est ça la véritable force. Donc merci pour la question, c'est une idée reçue. Alors pour terminer, Yacine, justement, pour se relever, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si on pense qu'on souffre de burn-out, il y a des étapes clés à suivre. Premièrement, en parler. N'hésitez pas à consulter un médecin généraliste ou un médecin de travail, voilà, avec lequel vous allez discuter, qui est tenu par le secret professionnel. Ce qu'on raconte au médecin reste chez le médecin, voilà, n'est pas répété ailleurs.
Et aussi en parler à sa famille, à ses amis, à ses collègues qui sont, voilà, qui sont peut-être amis avec nous. Parce que s'isoler en période de burn-out, c'est se mettre en danger. Deuxième point aussi, donc j'avais dit en parler, il faut se prendre en charge, il faut se mettre, voilà, c'est-à-dire il faut se reposer, se ressourcer, essayer de retrouver un petit peu des forces physiques et mentales pour pouvoir se reconstruire. Ce qu'on peut faire aussi si on pense qu'on est victime de burn-out, bon, j'avais dit en parler, j'avais dit se reconstruire, un suivi particulier, peut-être qu'un suivi psychologique, voire psychiatrique, dans certains cas aussi, dans les cas très 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 sérieux de burn-out, et de mise pour qu'on puisse justement se reconstruire. Et il n'y a pas honte, justement, comme je viens de le dire, le plus important c'est de savoir que quelque chose va mal et on veut justement réparer tout ça. Et aussi repenser sa relation au travail. Une fois remis, une fois guéri, une fois qu'on reprend le travail, certaines choses doivent peut-être changer. Oui. Les priorités doivent changer. Et peut-être même, je dis ça, je dis rien aussi, peut-être même que tout le cadre, l'environnement, le cadre professionnel doit changer. Oui. Si on doit changer de travail, eh ben on change de travail, il n'y a pas de problème. Voilà, on n'a qu'une seule santé. On n'a qu'une seule santé et c'est ça le mot d'ordre. Donc, Voilà. prendre sa santé mentale prendre soin de sa santé mentale ou prendre en charge sa santé mentale n'a pas de prix. Voilà. On peut trouver un travail, mais si on perd sa santé mentale, on la perd une fois pour toutes. C'est ce qu'on dit, nous avons un seul corps dans lequel on vit. Dans lequel on vit, exactement. Il faut le prendre en considération et l'écouter. Et l'écouter, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup Yacine pour tous ces éclairages, encore une fois. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi. En compagnie de notre ami Amal Almi. On va parler de l'arrêt de travail. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est un droit. Voilà, c'est un droit, mais avec des obligations. C'est un arrêt de travail classique. On a parlé des maladies professionnelles et des accidents de travail. Et samedi prochain, avec toi, on va parler de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Ah, voilà, là on revient à l'actualité. On est toujours dans l'actualité. Voilà, c'est dans l'actualité, mais c'est un sujet d'actualité. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Yacine. Je t'en prie, Nor. Allez, bon week-end. Donc, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ain Defla pour découvrir donc un site archéologique en compagnie de Saïda Mayouf. On se retrouve juste après. La commune d'Al Amra, Ain Defla, à plus de 140 km au sud-ouest d'Alger, renferme le site archéologique de Gargara, appelé également Al-Kharba, un véritable trésor inestimable. Gargara nous raconte à travers ses vestiges des siècles d'histoire, marqués par la civilisation romaine puis l'ère musulmane, des époques qui y ont laissé des traces indélébiles. Gargara, anciennement Al-Kharba, s'étendant sur 45 arts, est un site fondé durant l'époque romaine entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. On y retrouve 2 colonnes, des structures voûtées souterraines de stockage typiques d'une organisation économique bien avisée. Après la période romaine, la 2e est médiévale, elle se présente sous forme d'un fortin de l'époque musulmane, resté encore visible par la présence de ponts de murs et de tours. Sur les lieux, nous retrouvons des universitaires de l'Institut d'archéologie d'Alger dans une opération de fouille première du genre sur ce site archéologique. Nous avons partagé le travail en 3 sections bien distinctes. On commence par la fouille afin d'exhumer des fragments et des restes enfuis sous terre. L'opération de documentation planche pour sa part sur les dimensions, les couleurs et toute autre donnée et spécificité des objets retrouvés, qu'on enregistre comme fiche technique. Viennent après le tamisage, là où les objets non visibles à l'œil nu sont collectés. Puis le tout est inventorié. Je suis fière de participer à cette campagne de fouilles et à la découverte de ce patrimoine. Ça nous permet d'allier enseignement académique et formation pratique envers la connaissance historique. Je fais partie de l'équipe de documentation et d'inscription. On enregistre les objets exhumés et on élabore par la suite des cartes techniques primaires avec des mensurations. Consciente de l'importance de ce site, la direction de la culture et des arts de Ain Defla œuvre inlassablement à la préservation de ce précieux legs culturel. Cette opération de fouille coïncidant avec le mois du patrimoine a regroupé nombreux spécialistes en archéologie encadrant les universitaires sur le terrain. Le but étant de mettre en valeur ce précieux site historique et culturel, car le valoriser signifie investir dans notre mémoire collective, voire dans notre identité. En outre, de telles actions permettent de développer davantage l'attachement
l'attachement de la jeune génération à son patrimoine. Le site archéologique de Gargara, un livre ouvert sur l'histoire de la région où chaque pierre, chaque fragment raconte l'ingéniosité des civilisations qui s'y sont succédées. Ce site attend désormais les résultats des fouilles afin d'enrichir la connaissance historique et patrimoniale de ce territoire. Et voilà, donc c'était un tour du côté du site archéologique de Ain el-Dfla. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Sétif, l'Alma, particulièrement pour découvrir un autre site archéologique en compagnie de notre amie Samira Hadjamali. Ce sera juste après cela. Bonjour Nour, comment ça va? Très très bien. Ça se passe bien? Très très bien. Alhamdulillah. Surtout qu'on parle d'archéologie. On parle de patrimoine, d'archéologie. Nous sommes en plein mois du patrimoine. Bien sûr, on va du côté de Sétif. Près de... Alors Sétif, d'abord rappeler que la particularité peut-être de Sétif par rapport à beaucoup de sites en Algérie, c'est qu'elle a toutes les périodes de l'histoire, on va dire de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'ère moderne, voilà, donc préhistoire, Moyen-Âge, Antiquité, la colonisation bien sûr, le 8 mai 47, toute la région d'ailleurs, toute l'Algérie est concernée par cet événement. Et puis il y a un site, moi je trouve qu'il n'est pas très connu, que les gens ne le connaissent pas. Vraiment, qu'on ne le visite pas vraiment parce que généralement quand on va à Sétif, on va à Djmila, on va visiter Ain el-Hnej, bien sûr. Voilà un site archéologique aussi très imposant dans la région. Dans le monde peut-être. Dans le monde, voilà. Place l'Algérie au... Parce qu'il a bouleversé complètement l'histoire archéologique, le site, effectivement. L'histoire de l'humanité, voilà, donc l'origine de l'humanité. Et donc il y a ce site qui s'appelle donc Mons ou alors Henshir el-Qsar. Henshir qui veut dire, on va dire domaine. Voilà, en tunisien par exemple on dit Henshir pour le domaine. Et c'est vrai que c'est un grand domaine et c'est vrai que ça a été un castellum, ça a été un municipe, une ville romaine dans l'Antiquité. On ne sait pas quand est-ce que ça a été construit. À ce jour on ne sait pas encore parce que la ville n'a pas été réellement, ça a été fouillé durant la colonisation à partir de 1947 je crois. Voilà, il y a eu plusieurs fouilles, 39 les années 40 et puis bon bien sûr après l'indépendance, mais on dit qu'il y a une ville en dessous de la ville, c'est à peu près la même chose que Djmila, c'est pas très très loin de Djmila, on est sur la route de Sétifis à Cuicul, Cuicul qui est l'ancien nom de Sétif, hein. Voilà, on est sur la route qui mène vers Djedjel, on est sur la voie, l'une des voies romaines, on est sur la voie de Césarée à Constantina, à Cirta. Tout ça c'est important. Les Romains quand ils décident de créer des voies, des routes, des villes, ont une importance bien sûr économique avant tout. Mais il y a aussi le cultuel, le religieux. Puisque on a retrouvé des stèles votives dédiées au dieu Saturne, on a retrouvé, il y en a plein, hein, il y en avait plein sur la route, il y en avait plein à Mons. Alors la plus ancienne inscription trouvée sur le site de Mons date de 157 de notre ère, hein, de notre époque. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve aussi, et c'est important de le dire, les restes d'une forteresse byzantine. Khenchir el-Qsar, Qsar vient justement, l'appellation vient de la forteresse. D'accord. Donc une forteresse byzantine. On a ici une carte de comment le site historique se présente, avec la curie, avec le Capitole, avec tous ces ensembles administratifs qui qui font les villes romaines, avec ce qu'ils appellent Gourbi. Je ne sais pas exactement pourquoi l'appellation Gourbi, mais elle date déjà de cette époque. C'est un site qui mérite beaucoup d'attention, c'est un site qui mérite d'être étudié de plus près, ne serait-ce que pour découvrir de nouvelles choses. Il suffit de gratter parfois le sol pour le découvrir. Donc, on sait que c'est à partir de la montagne que la ville s'est créée. La montagne protège et on sait aussi que la réunion des Oued, Safsaf, il y avait de l'eau en fait et donc on pouvait imaginer qu'il y avait des thermes. Il y a aussi des vestiges qui restent, voilà. Donc
On dit que c'était la porte vers le poste de la ville de Mons. Donc, Henchel Qasr était le poste de la Mauritanie. Mauritanie, mais c'est la Mauritanie. Oui, oui. Voilà. Voilà, donc c'est un site qui mérite que Lyon s'y attarde. C'est près de l'Alma. Donc, Alma, c'est un pôle économique. Un pôle économique, oui. Un pôle économique de l'Algérie. Il y a énormément de commerce, énormément d'attractions commerciales aussi, et d'échanges là-bas. Donc, je me dis, c'est pas fait au hasard. Si ces sites existent, c'est qu'il doit y avoir un rapport. On ne s'installe pas. Les lieux ont de la mémoire. Et donc, si c'est comme ça, c'est que ça devait se faire. C'est aussi une région qui était connue pour l'orge, pour le blé, pour l'agriculture. Steph était le grenier de Rome. Il y a toujours des choix stratégiques de toute façon. Exact. Lorsqu'une population veut s'installer, effectivement, toute une stratégie autour de la décision finalement de s'installer dans une région particulière. Exactement. Et puis surtout, Mons représente un témoignage alors de deux dynasties qui se sont côtoyées l'une après l'autre, bien sûr, celle des Antonins, parce qu'on est sur l'itinéraire d'Antonin le Pieux, et des Sévères, donc de la famille de Septime Sévère, qui est le père de Caracalla, qui ont marqué la région. Voilà. Les Romains ce sont des colonisateurs aussi quand ils sont venus, tout autant que les Phéniciens qui sont venus au début pour des échanges commerciaux, se sont installés pour 1000 ans en Algérie, ont créé des ports, mais tout ça c'était à la limite pour exploiter, que ce soit les richesses, le blé, l'agriculture, mais aussi à l'époque c'était le vin, les vignes, tout ce qu'ils pouvaient en fait prendre. Voilà. Donc c'est pareil sur toute cette région. Ah ben voilà. Donc Mons mérite vraiment, c'est un site à plus découvrir. d'attention. Quand on va à l'Alma pour faire ses courses, on peut s'arrêter pour visiter. Et surtout ne toucher à rien. En attendant le que code du patrimoine est très clair. Il y a un code. Voilà, c'est surtout ça, parce que c'est vrai qu'on est très curieux parfois. De ramasser des choses. De ramasser des choses, effectivement. On ne déplace pas les objets et au pire, si on les trouve, parce on va trouver beaucoup de bornes, de stèles cassées parfois par d'abord le climat, parce que c'est un climat très dur. Généralement, c'est le climat. Par les eaux, puisque c'est une terre qui peut facilement être, on va dire, à cause des pluies, devenir de la boue. Donc, alors on peut faire des découvertes, comme on peut trouver du patrimoine on peut voir du patrimoine se faire recouvrir. Ce qui est valable au Sahara aussi quand il y a les désertifications. Les tempêtes de sable. Les tempêtes de sable. Voilà, ils peuvent découvrir comme recouvrir du patrimoine. Voilà, donc on espère que le site... On va découvrir du patrimoine. Voilà, certainement. Oui. Certainement. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nour. Samira pour cette belle virée, donc du côté de Sétif. Un site à découvrir, Henchir L'Aqsar. Voilà, donc on se verra vendredi prochain. Oui. Inch'Allah, pour une autre dimanche déjà avec Amel. Avec Amel. Oui. Voilà, et puis vendredi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Samira. Et cette fois-ci, merci également. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du jardin d'essai. Là, c'est une autre station, effectivement, qui a été choisie pour abriter le festival des sports. Et donc, je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. A été l'un des 14 sites emblématiques mobilisés pour l'occasion, proposant une diversité d'activités adaptées à tout public, afin de toucher les enfants, les adultes, les seniors, ainsi que les personnes en situation de handicap. Alors, il s'agit là de la deuxième édition du festival de la wilaya d'Alger pour les sports. Ce festival qui est sous le patronage de Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, qui a été initié par Monsieur le ministre Walid d'Alger, Monsieur Abdelnour Rabhi. Et l'approche du jardin d'essai dans ce festival, c'est vraiment une approche inclusive qui a essayé de toucher toutes les tranches de la société. On espère qu'à travers la participation du jardin d'essai dans ce festival, que les gens soient plus sensibles à la cause environnementale, qui protège nos espaces verts qui sont en train d'être faits au niveau de la wilaya d'Alger, pour que par la suite ils puissent en jouir et en pratiquer des activités sportives, à l'exemple de ce qui se fait dans ce festival. Dans la course des bébés. La course des bébés, elle a touché une tranche d'âge, 6 mois, tel 26 mois. Cette tranche d'âge, on a voulu initier les parents et les enfants à participer et à avoir cette culture de participer ou d'initier leurs enfants au sport dès le jeune âge. Là, on a réussi à attirer des enfants et leurs parents
dans une atmosphère vraiment joyeuse, parfait. On invite tout le monde à venir participer. Fitness, c'est une activité que généralement les gens ils jouent, ils diront demain inchallah, vous avez rendez-vous ici pour le fitness. Marhaba bikum. Parmi les activités proposées, certaines ont rencontré un franc succès. Le spectacle de gymnastique artistique présenté par le club du ML de Himbenian. Alliant grâce, technique et synchronisation, les jeunes athlètes ont offert une performance dynamique et applaudie par le public. Nous sommes heureux de participer à la deuxième édition du Festival des sports. On a participé dans la première journée au niveau du port de Himbenian. Nous sommes contents d'être présents aujourd'hui ici. Le public est très chaud et très, il nous a fortement soutenus. On a fait un festival, j'étais contente, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. La course réservée aux personnes atteintes de trisomie 21 a également été l'un des moments les plus chaleureux du festival, salué pour son esprit inclusif et la joie des participants. En revanche, la grande nouveauté de cette édition est sans doute la course des bébés, une activité aussi originale qu'adorable qui a rencontré un grand succès, permettant même aux plus petits de prendre part à la fête, accompagnés de leurs parents venus nombreux partager des instants de complicité, d'émotion et de rire. Et c'était donc une deuxième station pour le festival donc des sports du côté du Jardin d'Essai. C'était un reportage signé Sarah Derbel. Et comme chaque samedi, nous la recevons et toujours aussi bien accompagnée. Amina Ziri, bonjour. مرحبا بك. Comment ça va? عزول في اللاون. مرحبا. ان شاء الله تسعدي ميدنا غير وقات يقرزن حبي يقول ان شاء الله نجوزوا مع بعض de bons moments. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Certainement. Voilà, donc on continue notre balade à travers notre beau pays, l'Algérie. Et ce sera juste après cela. Ok. Et notre balade continue, Amina, et cette fois-ci, tu vas nous emmener du côté de... Eh ben, une région très qu'on aime tous, c'est la Kabylie. دايما نقول عليها جزء لا يتجزأ من الجزائر. المنطقة العزيزة علينا. Donc la Kabylie à travers les bijoux kabyles et la tenue traditionnelle kabyle. Donc à travers une invitée qui a fait le voyage exceptionnellement ce matin à Tizi Ouzou, Alger, justement, pour nous faire connaître toute cette richesse qui est quand même connue dans la région de la Kabylie, à Tizi Ouzou, Bdjaya, Aït Wartilan, Iwadien, Azazga, Dra al-Mizan, Michli, Athieni. Donc bonjour Warda. مرحبا بك الزول في اللاب مكسيليض لاباس بخير الليض الحمد لله الحمد لله كوني غواره الحمد لله والله الحمد لله يعيشك. Donc dans le Houda, l'Algérie continue sa lancée de préservation et de mise en valeur de son patrimoine culturel matériel avec un nouvel donc élément pour pour préserver et pour aussi défendre tout ce qui est bijoux et robes kabyles, donc pour une reconnaissance internationale auprès de l'UNESCO. Il sera question aujourd'hui des bijoux kabyles et de la tenue traditionnelle féminine de la région de Kabylie. Je tiens à rappeler que l'Algérie a déposé un dossier pour l'inscription de l'art des bijoux avec en argent et aussi à l'habit féminin de la région de Kabylie. Et donc, Madame Warda, elle est là justement pour nous parler des bijoux d'abord et de la tenue. Et c'est elle qui a garni cette belle table aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est une table garnie, mais j'ai envie de dire une table 100% bonne pour la santé. Ça, exactement. Pas ça, c'est table santé. Santé. C'est les gens qui font des régimes. Oui. Et pour dire aussi que l'art culinaire algérien, il est bourré de vertus. Si on parle par exemple de ce couscous, Nawarda, elle m'a dit aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer
dans la langue de sa maman maternelle. Hein? Tu nous feras la traduction alors. Je fais la traduction, il n'y a aucun souci. Donc, تمسلايض سقبايلي خذي راحتك. دونك احكي لنا شويه على هذاك الطعام سكسو. سكسو هو يسميه سكسو المقفول. داكو اللي قارنا مقفول اللي قارنا صافورو. ايوا صافورو. Alors, avec quelle caméra j'ai travaillé? Voilà. سكسو يرذل. تاع الشعير فوالا. ايوا سكسو يرذل الحشاوش وذرار. دونك الربيع حشاوش الربيع وذرار. ايوا سخن دقيق تسمى قذرار مع زيت وزمور. تملالين ثيوزات وخام لي فلفل نرنو ياس شليح الميطوشه شليح ايوا هذا وين هذا شليح طوماطيش انا نشوف لا طوماطيش جو مونطري على دونك سي دي طوماطيش سي دي طوماطيش فلفل. Voilà. Amina, tu me passes là, comme ça on va le montrer. Bien sûr. Donc, à Foro, il s'agit du couscous. C'est un plat traditionnel très connu en Algérie et notamment en Kabylie. À Foro, il est constitué d'herbes qu'on trouve au printemps. Donc voilà. À Foro aussi, on peut le préparer avec les légumes, les différents légumes de la saison, donc la carotte, la courgette, même les pommes de terre, les petits pois. Voilà, donc il est très connu. D'accord. Et donc, et on ne peut pas, bien sûr, déguster, manger ce plat sans l'huile d'olive. À l'huile d'olive, d'accord. Et bien sûr, avec le kjouzi. Surtout les Voilà. Le kjouzi. Donc, باش ما تحصلكش البينة وربي يهنينا. Exactement. Inch'Allah. Voilà. من تسيغي البن غير تغطني غير تفونس البن تفونس دونك سي لي دو فاش لو بتي لي de vache وهنا الرايب bien sûr et bien sûr le أغرمة قوران هي غرمة قوران 7 سميدات داكور يسعى 7 يسعى باللوط يسعى البشنة يسعى الخروب الخروب ثاني يسعى قلنا القمح يسعى الشعير يسعى التمر يقزم فوالا ايوا يسعى كباب ويد 7 هذا ماشي طعام وسبعه خبز وسبعه وسفر خاطئ ماشي هو ويد غروم 7 ماشي 7 سفر 7 سفر يسعى الحشاوش داكور كي خاطئين كي خدم غتسكسو افورو 7 الحشاوش 100 غروم على 7 سميدات. Alors dans le Houda, il y a ce qu'on appelle agaroma koram préparé avec des herbes, différentes herbes. ويقولوا له اغرم بو 7 سفر هذا ينغيا بواغ افيك لو اغرم 7 سفر خبز فطير تاعنا كيما نديروه في dans différentes régions du mais là c'est à base de plusieurs céréales c'est ça exactement donc قالت لك البلوط الشعير باسكو تاع التراث تاع بكري ما كانش عندهم السميد بزاف صافي واش يديروا كل حاجه عندهم شويه شويه صافي يرفدوا شويه شويه يديروا كسره داكور يعني عندنا غروم شويه تاع عندنا غروم très bien Madame Gourda Nzar, je l'ai côtoyée, j'ai fait sa connaissance pendant le festival du couscous qui s'est déroulé récemment à l'hôtel Horaci. Elle est l'ambassadrice du patrimoine culturel algérien. D'accord. Voilà. Et elle a participé avec une conférence. Elle a essayé de faire connaître les différents couscous qu'on a en Algérie, c'est ça. Et donc, l'histoire du couscous algérien. حكيتي على تاريخ سكسو الجزائر امشي ديوسات تسمى كيفاش تحكي يعني 3 قشيش قدر يدور القبائل الجزائر هذا شي تخدم قبل راس توجور تورر سواكال توجور تورر سواكال ومن بعد اختلط وحغي ماس ناس بغي كي دايما سميد باش تخدم غير الحاجه بغي غدعلق الحاجه يس تفكيس ومن بعد تسالي تسولي سكسو D'accord. D'accord. Donc, l'histoire d'une fille qui a fabriqué une قصعة. خدمت قصعة ولا جفنة بالطين.
هكذا تخدم بالتراب. بالتراب كانت تلعب بالتراب. تلعب بالتراب داكور. ايوا ومن بعد كي مي تروح خام مي تروح غيماس يوسف كيدور بغات تسالي غير العفسه. صح. الوغ بالتراب كانت تخلط في التراب هكذا وتغولي لو كوسكوس شغل ابتكار هكا بالتراب. وبعد quand elle est rentrée chez elle, elle a demandé à sa maman de lui donner de la semoule. Donc c'est comme ça que هكذا اللي بدات. هكذا اللي بدات طلعت الطعام. اللي بدات l'histoire تاع الطعام. Elle a commencé en Algérie. C'est vrai que le couscous il existe un peu partout dans la Numidie. بصح بدا في الجزائر. تاع الجزائر 100% تاع الجزائر 100% تاع الجزائر دقل الجزائر. D'accord, très très bien. Tu n'as pas essayé d'écrire un livre justement sur le couscous باش الناس يعرفوا باللي التاريخ تاع الطعام تاع الكسكس هو في الجزائر. مازال ان شاء الله بروشينمون. ان شاء الله ان شاء الله تري بيان. مام الا سكسوك فلانه نسكرنا راه خير لا كوني برك يفيعلا يثور ثيران. نسكر سكسون يقفلان يفلا زيت حباي ما تدم طاكاس على طاك يفلا متقوب. متقوب. الو قالت لك باللي الطعام هذا كي تشوفي طعام حبيبه تاع الطعام متقوب. قالت لك الطعام تاعهم تاع لا ريجون دو ايثيالا ابني وديلان معروف عندنا. وعلاش؟ بويسك زيكني وسعينا راه ابزان. داكور. باش بزاني ومن بعد مشات على النور. صافي كي تيخدم الناس كان الملح زهران الخشين ايوا صافي السبزاكين السلايم في سور. ومن بعد تربيت وحبوا نسكسو. ومن بعد لقيت صفور يفسد الملحنيه ما دي فسي الملح ما دي غلي ما دي تجي من بعد. سي توت ان ار سي توت اون تكنيك لو كوسكوس. Voilà. Donc, elle a parlé de Aïthiala, c'est la région qui a aussi... D'accord, donc la région qui a aussi la région de Neshrifa. الماين تاثي الماين انت في ويزق الماين قالت وسيلان خاطئ في على بعد الماين. Voilà. Donc les de cette région, c'est une figure emblématique qui est connue pour sa grande voix. Et elle est connue aussi pour Achouiq. Achouiq, c'est un poète déclamé. C'est un chant sans musique pour exprimer une douleur, une joie. Donc Achouiq qui est aussi connu dans toutes les régions de la Kabylie. même حسيبة. même حسيبة. شكون حسيبة؟ المغنية اللي كتغني. حسيبة عمروش. حسيبة عمروش. دقلا بوعندس. Voilà, donc un grand salut à aussi qui est une grande voix, une grande artiste qui défend vraiment le patrimoine culturel. وكي نشوفوا حسيبة نشوفوا ثاني كنا شريفة نشريفة نحسوا باللي دات بزاف من شريفة. Donc on la salue de passage. Alors justement, Amina, on voit toujours, jusqu'à présent, c'est une tradition qui est ancrée en Kabylie et beaucoup d'autres régions en Algérie, c'est que le ben, par exemple, ou tout ce qui est boisson, on le sert dans de la poterie parce que ça a toujours un impact, la poterie. Et justement, la poterie, ça reste un art ancestral et les femmes le pratiquent jusqu'à aujourd'hui. Justement, Samia Bouarour a rencontré en Kabylie des femmes d'ailleurs qui travaillent la poterie et qui chantent en même temps l'achouiq justement pour mettre un petit peu toute cette belle ambiance. Je vous laisse voir ce reportage, on se retrouve juste après. Afrir, ce village qui se trouve dans la commune de Mekla et à plus de 30 km de Tizi Ouzou s'offre à nous et nous livre ses secrets. Avec ses 5000 habitants, le village d'Afrir fait parler de lui et de sa terre. Toutes les familles ici comptent sur la poterie pour se nourrir. Le cas de Nazahra, une conservatrice par excellence de ce métier ancestral. Nazahra interprète Achouiq en travaillant des chants anciens qui expriment tous les états de l'âme de la femme. La femme kabyle exprime sa joie, sa douleur et ses espérances. Ce métier, je l'ai commencé très jeune, avant l'âge de 11 ans.
Ce village était très pauvre autrefois et c'est grâce au cheikh Mohamed El Hussein, il était le sage de la région, c'est lui qui nous a orientés vers la terre et l'argile en nous disant faites de la poterie, votre métier. Et c'est grâce à la poterie que j'ai pu élever mes enfants. Ces ustensiles sont faits de tout ce qui est naturel en se basant sur 4 sortes de terre, tafsa, tashrarth, akel et anfel. On la pétrit à l'ancienne, pas de machine ni produits chimiques ici. Cette terre est brillante, ses vertus sont multiples. C'est une argile qui absorbe le calcaire. Elle est très bénéfique pour la santé. Et en l'utilisant dans la cuisson, vous découvrez un goût exceptionnel. Un savoir-faire exceptionnel, des mains de fée. En un tour de magie, la pièce est déjà façonnée. Nazahra réalise près d'une quarantaine de pièces par jour. Tout est fait main, avant de les faire cuire à l'ancienne sur un feu de bois. Les femmes d'Athrir se préparent chaque année pour la fête de la poterie organisée chaque été et qui connaît un engouement exceptionnel, surtout de la part des touristes. Les femmes d'Athrir ont fait de la poterie une passion et une ressource. Elles sont fières de leur héritage qu'elles préservent jalousement. Voilà, très très belle ambiance finalement, n'est-ce pas? Et c'est aussi une façon de préserver le patrimoine. Exactement, et pour dire aussi qu'on est très fiers de cette richesse, de notre amazérité aussi, de ces beaux éléments tels que Talakht, par exemple, Talakht, elle est très connue, la région de la Kabylie, معروفة بالطين. Dans quelques régions, dans la région de c'est Talakht. Moi, je fais des recherches de temps en temps. Et c'est vrai que je m'excuse pour peut-être mon mauvais kabyle, je m'exprime mal, mais j'ai fait quand même des efforts. Et bien sûr, on est fiers d'être algériens. Avant tout, on est fiers d'être algériens. ونفتخروا بالأصالة تاعنا. فوالا دونك احكي لنا شويه ان ورده، احكي لنا على الطين، على تالخت عندكم في المنطقه تاعكم صناعه تاع الطين. كوني زيني خدمنا لوط صح، خدمنا ثوره دي طبسيه، نخدم ثوره خاطي خاطيه ثوره التقاليد نغروح انت ميم البرنوس ثانيه كيسقار نكوني نقاره سقاشوش القبائل نطيق الناس برنوس برنوس كوني وي ثانيه ولاش يروح تيزيوزو مازال il existe toujours خاطي مازال كي تيتلوسون مي ريجيون ما كانش عروس يدخل بلا البرنوس. Au contraire, moi je trouve que le Barnous il revient en force. Même au niveau des hauts plateaux, comme il fait très froid, donc les hommes continuent à le porter. في منطقة الأوراس، في les hauts plateaux à Tiaret, à Frenda. Donc le Barnous il existe en force. Je trouve moi que ces éléments reviennent en force. À la jeunesse, il y a un grand retour au Après, c'est très classe, c'est beau, c'est... حتى العرايس تقول لك نخرج من البرنوس تاع عمي الكبير ولا تاع جدي ولا تاع جدي. دونك هذا اللي تري زونسيان. علاش بصح؟ علاش قولي لنا؟ باسكو دايما باش تقعد دايما تحت الراجل، الجناح تاع الراجل. تحت جناحه. ايوا الستره. السترة وتخرج تحت جناح باباها. تحت جناح باباها. دونك سي اون بارل ان تي بو دي بيجو كابيل، احكي لنا شويه. كنت نحكوا في الفطايه واش يعلن لي كولور، كوني قيثي على قنزاتني في على وسعره لي كولوريا، كوني ساعه سامبل برك. داكور. الفطه تملالت. برك. مي تيزيوزو على الناس ند لي كولور. ايوا شو داشي لي كولوريا داشي د مع الناس. نسعى
حشيشيه للشجور، نسعى زكزاويه للبحر. البحر لو بلو. ايوه لو بلو سينيفي لا مير. ونسعى ورا غايد الصحراء. نسعى زكوا غايد اذا من الشهداء. الله يرحمهم ويوسع عليهم. رحمة الله عليهم ان شاء الله يا ربي. مي نسعى الخطوطي ويكلي دوي زيكني شغل تسكن العباره فهمتو توقيت السادس يبقوا تسمى خامس ماشي وصرت حالك خامس تما ساعه المشكل تسعه ني غاوقي قرح اليوم يروحوا ركازيس يروح يسيدي تسبن الخطوطي نوني زيك فاهم انت ويدا شي قله. Très bien. Donc, Nour Houda, chaque bijou, chaque couleur a une signification. Comme vient de l'indiquer Warda. Donc, par exemple, Abzim. Abzim qui, voilà, Abzim qui se porte sur la tête d'une femme pour indiquer qu'elle a eu un garçon. Elle a eu un garçon. Et aussi pour Avroch signifie que la femme بكرت. البكرة تاعها سي اون في جابت اون في فوالا هكذا كل حاجه عندها المعنى تاعها. ميم المنديل ثاني يسعى اوقي في تخضمت الجهه هي داكور صافي زويجات قشيش اوقي تعطيك لما ستاي صافي داكور تزوج تسمى. دونك كيديروا في لو كوتي لا ماهيش مزوجه كيديروا في الوسط حب يقول باللي شغل عنده علاقه بمزوجه ان رابور افيك النعناع. تسمحي لي كملي ديت الوغ النعناع ما عندوش حتى علاقه فوالا ايفيكتيفمون تاع هذاك اللي يدور في باب الزيره وداير النعناع باش يقول عندي البنات في الدار ما كاش منها. هذه باغ كونطخ خيط الروح ساعه سانس كي تكون عندك دمعه سيك مزوجه. الدمعه سي لا سيليباتير وثلاثه فوالا وثلاثه دمعات مزوجه. فوالا هذه باغ اكزومبل في العرس كي يشوفوها دايره خيط الروح باينه باللي ماشي مزوجه. بصح تاع النعناعه ما عندهاش علاقه. تاع هذاك باباها اللي يدور في الجزائر بوغ تجيغ باللي عندي العواتق في الدار انا جامي اكزيستي ما عندناش. كوني القبايل نقدر شي خدمت كوني سكارن العفسه كثورت باللي ساعات قشيشين شغل ذكرهم باكا باللي ساعات قشيشين كوني ساعه ثورت باب ثبورت باب عندها عفسه ثبورت باللي هو عنده البنات الزواج. داكور ماشي يدير حاجه هو عنده شغل عنده واحد العفسه هكا في الباب لابورت بوغ تاع الحديد. داكور تعرف بلي هذاك عنده البنات داكور للزواج. على كل حال باينه زمان كانوا الناس يروحوا يعرفوا العائلات الكبيره شريفه يقولوا لهم الا عندكم بنات للزواج ولا يعرفوهم في العراس ولا فوالا دونك سي دي تراديسيون فوالا. نور هدى واش تقدري تزيدي تقولي لنا هذيك وشنو؟ تقشوال. تقشوال تعطيني نشوفها عطيني. Voilà, donc الصناجة appelée dans quelques régions. En Kabylie, c'est تقشوال. كوني إذا قالت بخسيسين تاهي. توت التوت توت. قارص كوني قبايلي التوت. D'accord. وي نورمالمون تساوي زكستي بخسيسين. Ça sent très bon, oui. تساوي زكستي بخسيسين. مي والعاد بقسيس صافي ويغ التوت يديروا بقسيس. وي. Très très bien. Donc on va essayer de déguster le couscous. Alors, on me dit que hier, nous avons, ça a été une date un peu particulière et tu voudrais revenir à un hommage à un grand, une légende. J'ai envie de dire, c'est pas un grand artiste, mais carrément une légende, un ambassadeur finalement.
Oui. Donc, Allah yarhamou, c'est une figure emblématique. Cette chanson, on a tous adoré cette chanson. Et quand même, il a chanté beaucoup de chansons sur l'Algérie, l'amour du pays, le patrimoine culturel. Elle vient de me dire que sa femme, elle est de Aïthiala, sa région. Allah yarhamou, il est de Aïthiani. Voilà. Et quand on dit les bijoux kabyles, on dit aussi la fête de Aïthiani. Oui. Hein? Donc une belle région située en Algérie, au cœur de l'Algérie, plus exactement dans la wilaya de Tizi Ouzou. Voilà, merci, يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. مازال لي بغي غيوب بغي غتعلق النشاط ديك لا كروند بوست. داكور. بغي غتعلق كلش تراث. من المي؟ مازال لازم السلطات يعاونوا شويه باسكو كيوحدوا زمرغه ان شاء الله تسلسخ التراث فري ان شاء الله يعني تاع كلان صح يعني سي ان ابل كون لانساب بوغ ايدي مدام وردا يعطيك الصحه ميرسي بوكو يعطيك الصحه كثر خيرك ميرسي بوكو امينه on se retrouve lundi ان شاء الله accompagné ما عرفتش ندير الترجمه c'est très bien Amina on a compris le message est passé c'est le plus important on se retrouve lundi avec Amal Almi samedi prochain inchallah voilà merci beaucoup Amina voilà nous arrivons à la fin de notre émission merci beaucoup de nous avoir suivi. Excellente semaine à tous. Vous retrouvez notre ami Amal Almi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, ce sera vendredi prochain. Inch'Allah, excellente semaine. Au revoir.